À première vue, l'histoire entre Isabelle Boulay, icône québécoise de la chanson francophone, et Éric Dupond-Moretti, l'un des avocats les plus redoutés de France devenu ministre de la Justice, ressemblait à un roman moderne, à la rencontre improbable de deux mondes. L'un était façonné par la poésie, la sensibilité, les tournées internationales et le silence des loges. L'autre prenait racine dans les tribunaux, les micros agressifs des journalistes et les luttes politiques sans merci. Tout, absolument tout, aurait dû les opposer. Et pourtant, pendant longtemps, ils ont voulu croire qu'ils pouvaient fusionner ces univers. Isabelle y croyait encore plus qu'Éric, peut-être parce qu'elle avait besoin d'amour pour survivre à la scène, pour donner un sens intime à une vie constamment exposée. Mais aujourd'hui, à 53 ans, la chanteuse brise enfin le silence. Et son récit n'a rien d'un simple règlement de compte sentimental. C'est une plongée brutale dans la violence psychologique, le contrôle invisible et l'usure émotionnelle qui peuvent gangrener une relation, même lorsque les caméras ne cessent de sourire au couple. Les confidences qu'elle accepte désormais de livrer avec lucidité et douleur dévoilent des années de tension, souvent imperceptibles mais corrosives, jusqu'à devenir invivables. Son témoignage éclaire une zone sombre où se mêlent ambition politique, solitude d'artiste, jalousie étouffée, et ce que Boulay appelle aujourd'hui la mécanique froide de l'autorité masculine quand elle s'invite dans le foyer. Lorsque leurs regards se croisent, pour la première fois, en 2016, Isabelle revient d'une tournée qui l'a laissée vider. Elle cherche un ancrage, un souffle différent, l'impression d'être comprise en dehors de la scène. Éric, lui, traverse une période charnière. Il est alors l'avocat star des médias, redouté pour ses plaidoiries flamboyantes, presque théâtrales. Dès les premiers instants, il est fasciné par sa douceur et elle par cette force brute qui émane de lui. Il parle fort, trop fort parfois, mais Isabelle interprète cela comme un excès de passion. Elle voit dans sa présence une forme de protection. « J'avais l'impression d'être attendue quelque part », confie-t-elle aujourd'hui, non sans ironie. Contrairement à ce que leur entourage imaginait, il ne s'agissait pas d'un coup de foudre, mais d'une séduction progressive, faite de messages nocturnes, de discussions passionnées, souvent dominées par Éric, mais auxquelles Isabelle se laissait porter. C'est dans ses débuts que se trouvent, dit-elle, les premières fissures invisibles. Il imposait déjà le rythme, le ton, les sujets. Elle ne le remarquait pas encore. Très rapidement, Éric installe une forme de normalité. Le travail passe avant tout. Isabelle, habituée à jongler entre les répétitions, l'écriture et les voyages, tente d'adapter son calendrier au sien. Elle pense agir par amour. Ce n'est qu'avec le recul qu'elle comprend qu'elle commençait déjà à s'effacer. Elle raconte aujourd'hui que Dupond-Moretti avait une manière très subtile de rappeler que son univers à lui était plus sérieux, plus essentiel. Les tribunaux, selon lui, étaient un champ de bataille réel, la musique un divertissement. Isabelle minimisait ses propres besoins pour ne pas entrer en conflit. Mais cette minimisation a eu un prix. Elle s'est habituée à ne plus exister pleinement. Elle explique que les premières disputes n'étaient pas vraiment des disputes. Il parlait, je me taisais, il décidait, je m'adaptais. Je croyais que c'était ça, l'amour mature, accepter, comprendre, être patiente. Je ne savais pas encore que j'étais en train de perdre ma voix hors de la scène. Tout change en 2020 lorsque Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice. L'événement bouleverse équilibre, habitudes et priorités. Leur vie privée devient soudainement un territoire stratégique, politique, surveillé, analysé, parfois utilisé. Les journalistes scrutent chaque apparition. La pression devient quotidienne. Isabelle raconte qu'à partir de ce moment, elle cesse de voir l'homme qu'elle aimait. Elle voit un ministre constamment tendu, obsédée par les attaques, paranoïaque face aux critiques. Elle devient un élément parmi d'autres dans un échiquier politique complexe. Son rôle, non exprimé mais bien présent, consiste alors à être irréprochable, sourire quand il le faut, être absente quand il le faut, ne pas gêner, ne pas parler trop, ne pas faire de vagues. Une attente permanente qui s'installe sans jamais être formulée clairement. Et c'est là que commence ce qu'elle appelle aujourd'hui la période de l'horreur silencieuse. Isabelle ne parle pas de coups. Elle le répète même avec une forme de loyauté douloureuse. Mais elle évoque des comportements, des remarques, des attitudes qui, cumulées, ont creusé un trou dans son âme. Elle raconte des soirées entières où il la reprenait sur des détails insignifiants devant des invités. Une date, un mot, une anecdote mal racontée.
Il fallait toujours qu'il montre qu'il savait mieux que moi, comme si mon intelligence n'était jamais tout à fait à la hauteur. D'autres fois, c'était son métier qui devenait cible. Tu sais chanter, oui, mais tu ne vas pas changer le monde avec une chanson. Moi si. Elle a longtemps ri de ses phrases, pensant qu'il s'agissait de blagues maladroites. C'est maintenant qu'elle comprend qu'elle faisait partie d'une dynamique de domination où l'un se grandissait en rapetissant l'autre. À mesure que la carrière politique de Dupond-Moretti s'intensifie, sa jalousie, déjà présente mais contenue, devient plus visible. Il surveille les déplacements d'Isabelle, exige des comptes, questionne ses collaborations professionnelles, parfois avec une agressivité insidieuse. Il disait que c'était pour me protéger, que le monde du spectacle était rempli de prédateurs, mais le seul prédateur, c'était le contrôle qu'il exerçait sur ma liberté. La chanteuse confie avoir annulé plusieurs projets, dont un album et une tournée en Europe francophone, simplement pour éviter des disputes interminables. Elle s'en veut encore aujourd'hui. J'ai abandonné des parties de ma vie pour éviter de perdre un homme qui finalement m'avait déjà perdu depuis longtemps. Plus l'exposition médiatique de leur relation augmente, plus Isabelle se sent seule. Paradoxalement, le public croit alors que leur histoire est solide, passionnée, presque légendaire. Mais derrière les portes closes, elle vit dans un silence étouffant. Éric est absent physiquement à cause de ses obligations, mais surtout absent émotionnellement. Il revenait le soir comme un juge qui rentre dans son tribunal, pas comme un amoureux qui retrouve sa compagne. Chaque décision politique, chaque polémique, chaque critique médiatique pèse sur leur vie privée. Isabelle devient un exutoire involontaire, la première victime du stress de son mari. Isabelle raconte un moment précis, sans en détailler les circonstances exactes, où elle a senti pour la première fois la peur. Non pas la peur d'être frappée, mais la peur de ne plus se reconnaître dans le regard de l'homme qu'elle aimait. Ce soir-là, j'ai compris que mon bien-être n'importait plus. Il n'y avait que lui, ses combats, son image, son rôle. J'étais devenu un décor. Cette prise de conscience marque un tournant intérieur. Elle recommence à écrire, à chanter seule le soir, comme une fille perdue cherchant un fil. Mais Dupond-Moretti voit ce regain d'autonomie d'un mauvais œil. Il le vit comme un éloignement, une trahison. Les tensions se multiplient. La chanteuse parle aujourd'hui d'un paradoxe cruel. Plus leur couple est public, plus elle souffre en silence. Lors des cérémonies officielles, des séances photos, des interviews, ils doivent de jouer un rôle. Un rôle qu'Éric impose avec une maîtrise quasi théâtrale. Isabelle, devenue experte en gestion des émotions, s'adapte, sourit, se tient droite, parle peu. Mais chaque fois qu'elle joue ce rôle, elle s'éloigne un peu plus d'elle-même. La relation bascule lentement vers ce qu'elle décrit aujourd'hui comme un tunnel où je m'enfonçais sans qu'il ne tende la main. Elle n'est plus la femme libre, instinctive, vibrante, amoureuse de la scène. Elle devient un spectre d'elle-même, résignée, fatiguée, vide. Je m'oubliais, je n'avais plus de couleur, je n'avais plus de chansons en moi. Et le plus terrible, dit-elle, et qu'elle aurait pu rester encore longtemps si un élément inattendu n'était pas venu fissurer l'armure. Le premier déclic ne vient pas d'un proche ni d'un ami, mais d'un journaliste. Un commentaire anodin glissé lors d'une interview « On vous voit moins épanoui qu'avant. Tout va bien ?» Cette phrase la hante. Elle réalise que le malaise qu'elle dissimule commence à transparaître malgré elle. Elle comprend qu'elle ne pourra plus cacher cette vérité très longtemps. Ce jour-là, j'ai senti une fissure s'ouvrir, et une fissure, quand elle n'est pas réparée, devient un mur qui s'écroule. De l'histoire d'Isabelle Boulay révélait les failles invisibles d'une relation fragilisée par l'inégalité émotionnelle, le second, lui, plonge dans ce que la chanteuse décrit comme la spirale du contrôle. C'est à ce moment précis de son récit que les masques tombent, que la douceur s'efface pour laisser place aux engrenages d'un pouvoir domestique écrasant. Elle n'est plus seulement une femme blessée. Elle devient une observatrice lucide d'une mécanique qui l'a lentement dépouillée de son identité. Aujourd'hui, à 53 ans, elle raconte ces moments avec une précision glaciale, comme si chaque détail, chaque mot, chaque geste avait été gravé dans sa mémoire. Ce chapitre explore les dernières années du mariage, celles où l'amour s'est dissous, où le silence est devenu une prison et où la vie publique, celle d'un ministre au centre de toutes les controverses, a fini par pulvériser ce qui restait de leur intimité. Dans les premiers temps, Isabelle a cru que la rigidité d'Éric venait de son métier. Un avocat, puis un ministre, habitué à juger, à contrôler, à anticiper. Mais au fil du temps, cette attitude a glissé du domaine professionnel au domaine privé.
Elle raconte qu'il avait développé une façon particulière de s'adresser à elle, presque professorale, parfois paternaliste, comme s'il détenait un savoir supérieur, comme si ses perceptions étaient plus justes que celles d'Isabelle. Elle parle de ces soirées où il lui reprochait subtilement d'avoir mal interprété ses propos, comme si elle n'était jamais capable de saisir entièrement sa pensée. C'était toujours moi qui comprenais mal, toujours moi qui exagérais, toujours moi qui m'inquiétais trop. Quand quelqu'un vous répète ça pendant des années, vous finissez par douter de votre propre jugement. C'est à ce moment qu'elle parle pour la première fois de gaslighting. Ce phénomène psychologique où l'un manipule la réalité pour faire perdre ses repères à l'autre. Elle raconte que, parfois, elle entendait clairement un ton humiliant dans ses propos, mais lorsqu'elle l'exprimait, Eric répliquait « Tu inventes, tu dramatises, tu ne sais pas comment je fonctionne ». Ce genre de réponse, répétée des centaines de fois, finit par la faire douter d'elle-même. L'entrée d'Éric Dupond-Moretti en politique n'a pas seulement transformé son emploi du temps, elle a métamorphosé sa personnalité. Isabelle raconte que le pouvoir l'a rendu plus dur, plus nerveux, plus explosif. Chaque jour, les médias publiaient des critiques, des attaques, des accusations. Quand il rentrait le soir, il portait toutes ces tensions avec lui. Isabelle, qui espérait offrir un refuge, se retrouvait à supporter l'ensemble du poids émotionnel du ministre. Il ne parlait plus, il déversait. Et je ne pouvais pas me plaindre parce que ses responsabilités, me disait-il, étaient plus lourdes que les miennes. Elle raconte même qu'à plusieurs reprises, il lui a demandé explicitement de mettre sa carrière en pause afin qu'il puisse se concentrer sur la sienne sans se soucier de son emploi du temps, de ses tournées, ni de ses obligations professionnelles. Pour Isabelle, le message était clair, sa vie devait s'organiser autour de lui, pas l'inverse. Alors qu'Éric consolidait son pouvoir politique, Isabelle se retrouvait de plus en plus isolée. Ce n'était pas un isolement brutal, mais une lente érosion de ses relations. Elle s'éloigne progressivement de plusieurs amis proches par de fatigue, par manque de temps, mais surtout parce qu'elle ne voulait pas déclencher de disputes. Chaque sortie, chaque dîner, chaque appel devenait source de suspicion pour Éric. Il me demandait toujours « Pourquoi tu y vas ? Avec qui ? Jusqu'à quelle heure ? Pourquoi tu n'es pas revenu ? Au début, je pensais que c'était de la protection, puis j'ai compris que c'était du contrôle. » Elle raconte la fois où elle a voulu rendre visite à sa famille au Québec pendant un séjour prolongé. Éric lui a répondu froidement « Si tu pars, tu sais que tu me laisses que seule dans une période critique. » Elle laisse rester. Elle le regrette encore. Peu à peu, Isabelle ne vit plus pour elle-même. Elle vit à travers la peur d'une réaction, d'une remarque, d'un regard déçu. Elle se replie sur elle-même, perdant même l'habitude d'exprimer ses émotions. Au fil des mois, Isabelle remarque que toute initiative personnelle semble provoquer une irritation chez Éric. Qu'elle propose un voyage, un projet artistique ou même une simple sortie entre amis, il réagit avec scepticisme ou sarcasme. « Ça ne sert à rien, tu vas encore changer d'avis. Tu es trop sensible pour affronter ce genre de public. Ce n'est pas le moment de chanter. Tu ferais mieux d'apprendre à rester tranquille. » Ces phrases reviennent encore et encore comme un refrain. Elle raconte aujourd'hui « C'est fou comme on peut devenir petit quand quelqu'un nous répète qu'on est insignifiant. Je ne voyais plus ma valeur, je ne voyais plus ma lumière. » Les moments de tendresse deviennent rares puis inexistants. Isabelle cesse d'en réclamer car chaque tentative semble agacer son mari. Elle découvre alors une vérité terrible. Elle vit avec un homme qui ne la regarde plus comme une femme, mais comme un poids, un élément à gérer, un paramètre qu'il faut contrôler pour ne pas perdre le fil de son agenda politique. Isabelle raconte un moment décisif, presque filmique. Un soir, après une dispute violente mais dépourvue de gestes, elle a fait sa valise. Une petite valise, discrète, comme si elle n'osait pas encore assumer la fuite. Elle s'était dit qu'elle irait à l'hôtel, qu'elle réfléchirait, qu'elle respirerait. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Éric est apparu calme, presque trop calme. Il lui dit « Tu vas vraiment tout détruire pour une discussion sans importance ? Tu es trop fragile. Tu as besoin de moi. Sans moi, tu te perds. » Ces mots, elle les a entendus comme un verdict. Elle a rangé sa valise. Aujourd'hui, elle explique « Quand quelqu'un vous convainc que vous ne pouvez pas vivre sans lui, alors que tout en vous hurle que vous suffoquez, c'est là que l'emprise est totale. » Ce soir-là, elle comprend inconsciemment qu'elle n'était plus maîtresse de sa vie. Mais elle ne peut pas encore partir. Pas encore. Ironiquement, plus la relation se détériore, plus ils apparaissent en public comme un couple solide et amoureux.
Les photos officielles les montrent souriants, élégants, complices même. Mais Isabelle révèle aujourd'hui que chaque sortie publique était une performance, une chorégraphie émotionnelle. Je jouais la femme soutenante, discrète, amoureuse. Je savais exactement quand sourire, quand me taire, quand poser ma main dans son dos. Tout était calculé, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. La pression médiatique devient si grande qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. Un regard triste, un geste de recul, un mot déplacé, tout pouvait déclencher des rumeurs, voire des interrogations politiques. Et Dupond-Moretti, selon elle, était obsédé par l'image. L'image avant tout, l'image plutôt que la vérité. L'un des tournants majeurs de ce chapitre concerne une rumeur apparue dans un média français réputé pour ses enquêtes politiques. La rumeur affirmait que le couple traversait une crise silencieuse, que la chanteuse vivait mal l'exposition politique et que plusieurs proches s'inquiétèrent de son isolement. Isabelle n'avait parlé à personne. Alors d'où venait l'information ? L'article ne donnait pas de détails mais évoquait une tension intérieure au sein du couple, perceptible dans les cercles privés. Éric, fou de rage, accuse Isabelle de s'être confiée à un journaliste. Il parle de trahison, de sabotage, de conséquences politiques. Isabelle nie, bien sûr, elle n'a rien dit, mais il ne la croit pas. Ce soir-là, elle comprend que non seulement il ne la regarde plus comme une femme, mais qu'il ne la voit même plus comme une alliée. Elle devient pour lui une menace, ou pire, un risque. À partir de cet épisode, Isabelle sombre dans une fatigue émotionnelle profonde. Elle ne dort plus, elle mange à peine. Elle oublie ses textes, ses mélodies, ses obligations professionnelles. Elle dit aujourd'hui: je n'étais plus en vie, je survivais. Je n'existais que pour éviter les colères, les reproches, les suspicions. J'étais une ombre dans ma propre maison. Elle consulte en secret une psychologue par téléphone lors de déplacements discrets. Cette professionnelle lui dit ce que personne d'autre n'avait jamais osé lui dire. Vous vivez sous emprise, vous devez partir. Le mot emprise est un choc, un électrochoc. C'est à partir de cet instant que la chanteuse commence à documenter mentalement ce qu'elle vit. Les remarques humiliantes, les silences punitifs, les crises de colère, les moments où il l'ignore volontairement pendant des jours. Elle sait qu'elle devra un jour expliquer, dire, témoigner, même si à ce moment-là, elle ne sait pas encore qu'elle aura la force de partir. Ce qui sauve Isabelle, c'est paradoxalement ce qu'Éric lui reprochait souvent, sa sensibilité. Un soir, seule, elle se met à chanter, pas pour un public, pas pour un album, pour elle, pour survivre. Elle chante une vieille chanson québécoise, celle que sa mère lui fredonnait quand elle était enfant. Elle chante doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Et dans cette chanson, elle ressent un soulagement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ce soir-là, je me suis dit, si je peux encore chanter, alors je peux encore vivre. Elle comprend alors qu'elle a perdu beaucoup, mais pas tout. Elle a encore sa voix. Et sa voix est sa liberté. Isabelle ne part pas du jour au lendemain. Les femmes sous emprise, dit-elle aujourd'hui avec humilité, ne fuient à pas en un éclair. Elles préparent, elles attendent le bon moment, elles se reconstruisent de l'intérieur. Pendant plusieurs semaines, elles contactent discrètement des avocats, des proches, des professionnels du spectacle pour reconstruire un réseau qu'elle avait abandonné. Elle reprend des engagements, elle accepte des interviews, elle réapparaît peu à peu dans la lumière. Et Éric, trop absorbé par les polémiques politiques, ne voit rien ou ne veut rien voir, ont révélé la lente érosion de la liberté intérieure d'Isabelle Boulay. Ce troisième et dernier chapitre expose la rupture véritable, le moment où tout bascule, où la chanteuse décide d'affronter l'orage, la presse, le jugement, mais surtout elle-même. Car quitter un homme puissant est une chose, quitter un homme puissant sur la scène politique française est une autre histoire. Et quitter un homme puissant quand on a vécu sous emprise pendant des années est presque un acte héroïque. Voici le récit complet de cette dernière étape, brutale, libératrice, dangereuse, qui a mené Isabelle Boulay, à 53 ans, à révéler l'horreur de son mariage avec Éric Dupond-Moretti. La fin ne commence pas par une explosion, ni par une dispute spectaculaire. Elle commence par un silence si froid qu'Isabelle le ressent physiquement. Un soir, en plein hiver, elle tente d'aborder avec Éric un sujet qui lui tient à cœur, un projet musical qu'elle rêve de reprendre depuis longtemps. Elle espère au moins une discussion, un échange, un brin d'enthousiasme. Il l'écoute à peine, puis répond sèchement « Fais ce que tu veux, ça ne change rien ». Ces 5 mots, qu'elle décrit aujourd'hui comme une gifle sans la main, lui font comprendre une vérité écrasante.
il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de couple. Si un homme vous dit que vos rêves ne changent rien, alors votre vie ne change plus rien pour lui. C'est ce soir-là qu'elle ressent pour la première fois zéro attache émotionnelle. Pas de peur, pas de dépendance, juste un vide. Et ce vide devient une force. Le lendemain matin, elle fait quelque chose de simple. Elle sort seule, sans prévenir. Un geste banal, mais qui pour elle représente une rupture symbolique avec des années de contrôle. Elle marche longtemps dans un Paris gris, presque hostile. Elle entre dans un café et commande un café noir. Elle écrit quelques lignes sur un carnet qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vivante. C'est fou comme un simple café peut ressembler à une révolution. Une semaine plus tard, elle décide d'avoir une discussion définitive avec Éric. Pas pour sauver leur couple, mais pour retrouver sa dignité. Elle l'attend un soir alors qu'il rentre tard du ministère. Elle a préparé mentalement chaque phrase, chaque mot. « J'ai besoin de partir, je ne peux plus continuer comme ça. » Éric ne réagit pas d'abord. Il s'assoit, lève les yeux vers elle et lâche « Tu veux vraiment foutre ma vie en l'air maintenant ?» La discussion devient une joute. Pas une joute d'égal à égal, l'une parle avec le cœur brisé, l'autre défend un territoire politique, une image, un pouvoir. Il lui reproche son timing, son manque de loyauté, sa faiblesse. Elle répond calmement qu'elle ne veut plus souffrir. Elle découvre alors un homme différent. Un homme qui ne cherche plus à convaincre, mais à intimider. Il lui dit « Tu vas déclencher un scandale, ce sera pire pour toi que pour moi. » Cette phrase scelle la séparation. Non pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle comprend que cet homme ne reculera jamais devant rien, pas même devant l'idée de la détruire publiquement, pour préserver son image. Isabelle ne part pas de jour. Elle part à l'aube, quelques jours plus tard, dans un silence absolu. Une amie proche, au courant de la situation depuis peu, vient la chercher discrètement. Elle emporte seulement 2 valises, ses carnets, des photos et quelques lettres. Elle quitte l'appartement lyonnais où il vivait de parfois, puis l'appartement parisien. Elle quitte tout ce qui la rattachait à cet homme. Je ne voulais pas emporter la douleur, je voulais emporter la vérité. Elle passe quelques semaines au Québec chez sa famille, loin du tumulte. Elle y respire enfin. Lorsque la nouvelle de la séparation commence à circuler, Éric Dupond-Moretti ne s'attend pas à ce qu'Isabelle parle. Il pense qu'elle restera discrète, qu'elle respectera les codes, qu'elle préservera son image et donc la sienne. Mais l'éloignement lui apporte une lucidité que la proximité lui interdisait. La presse commence à poser des questions. Les journalistes évoquent des tensions, une distance, une possible rupture. Au ministère, la rumeur enfle. Dans les couloirs politiques, on chuchote. Éric, fidèle à son tempérament, réagit avec une colère froide. Il s'agace que sa vie privée devienne un sujet d'actualité. Il se plaint de trahison intime. Mais il ne nie pas. Il attend. Il guette la première parole d'Isabelle, car c'est elle, et seulement elle, qui détient le pouvoir de détruire l'image qu'il protège tant. Après 2 mois de silence médiatique, Isabelle décide de remonter sur scène au Québec. Ce n'est pas un concert monumental ni une tournée flamboyante. C'est une petite salle intimiste, où elle chante devant 300 personnes. Mais ce soir-là, elle chante avec une intensité qui bouleverse le public. Entre 2 morceaux, elle lâche une phrase lourde de sens. Quand une femme retrouve sa voix, elle retrouve sa vie. Les médias québécois commencent à évoquer un malaise, un possible traumatisme, une renaissance. Puis la presse française reprend l'information, et là, tout explose. Isabelle accorde alors une interview longue et poignante à un grand média francophone. Elle y évoque, pour la première fois, la violence psychologique, le contrôle, l'isolement émotionnel. Elle ne raconte pas tout, pas encore. Mais elle dit suffisamment pour que la France s'arrête. Pour que le public comprenne que derrière la chanteuse lumineuse, il y avait une femme brisée. Elle déclare « Je n'étais plus moi-même. J'ai vécu des années dans un silence qui m'a presque tué. » Cette phrase fait le tour des réseaux sociaux. Elle ébranle les fans. Elle surprend les observateurs politiques. Elle met la pression sur Éric Dupond-Moretti. Les révélations d'Isabelle créent un séisme politique. La presse s'interroge, comment un ministre pouvait-il mener une telle double vie ? Quel comportement se cachait derrière les murs de sa vie privée ? L'opposition demande des explications. Des débats s'enflamment à l'Assemblée. Des éditorialistes dénoncent le machisme institutionnel de la classe politique. Éric, lui, reste silencieux pendant plusieurs jours. Il tente d'étouffer le scandale. Il publie un communiqué froid, impersonnel, évoquant une séparation douloureuse et demandant le respect de la vie privée. Mais ce communiqué ne trompe personne,
car le silence d'Isabelle pendant tant d'années contraste violemment avec la justesse de ses mots aujourd'hui. Le public la croit, l'opinion la soutient. Quelques semaines plus tard, Isabelle accorde une autre interview, encore plus forte, encore plus intime. Elle y raconte, avec une précision bouleversante, le contrôle sur ses déplacements, les remarques humiliantes, les silences punitifs, la dévalorisation constante, la peur de son regard, l'épuisement mental, l'impression d'être une figurante dans sa propre maison. Elle ne cherche pas à se venger, elle cherche à réparer. Je n'accuse pas pour détruire, je témoigne pour survivre. Cette confession bouleverse des milliers de femmes. Elle reçoit des messages du monde entier. Elle devient, malgré elle, une voix pour celles qui ont vécu la même violence silencieuse. Aujourd'hui, Isabelle Boulet vit loin du tumulte politique. Elle recommence à écrire, elle recommence à chanter, elle recommence à aimer, doucement, prudemment, librement. Elle dit qu'elle ne regrette rien, car tout cela l'a rendue plus forte. Mais elle ajoute aussi « Je regrette de ne pas être partie plus tôt, je regrette de m'être perdue, mais je suis heureuse d'être revenue. » Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle souhaite dire aux femmes qui se reconnaissent dans son histoire, elle répond simplement « N'attendez pas que votre lumière s'éteigne. Vous méritez d'être aimé, pas possédé. » À travers cette confession déchirante, Isabelle Boulet n'a pas seulement raconté l'histoire d'un mariage brisé, elle a offert au monde entier un témoignage rare et précieux sur la violence invisible, celle qui ne laisse pas de traces sur la peau, mais qui dévore lentement l'âme, les rêves, la confiance et la dignité. Pendant des années, elle a vécu dans une cage dont les barreaux étaient faits de mots blessants, de silences lourds, de contrôles subtils et de renoncements imposés. Pendant des années, elle a laissé son cœur battre au rythme d'un autre, jusqu'à en oublier comment battre pour elle-même. Aujourd'hui, à 53 ans, elle n'est plus cette femme effacée qu'elle décrit dans ses confidences. Elle est redevenue une artiste entière, une femme lucide, forte, consciente de sa valeur. Elle est la preuve vivante qu'on peut survivre à l'emprise, qu'on peut survivre à la domination, qu'on peut survivre à l'amour toxique. Même lorsqu'il est enveloppé de prestige, de pouvoir, de caméras, de projecteurs et d'apparence parfaite. Son retour sur scène n'est pas seulement une renaissance professionnelle. C'est un acte de résistance, un cri de liberté, un hymne à toutes celles qui se sont tues trop longtemps. En brisant le silence, elle a brisé les chaînes. En révélant l'horreur, elle a révélé la vérité. Et en racontant la vérité, elle a rendu espoir à des milliers de femmes qui, dans l'ombre, vivent les mêmes tourments. La force d'Isabelle réside dans ce courage-là, celui de parler non pas pour accuser, mais pour éclairer, non pas pour se venger, mais pour guérir, non pas pour détruire une carrière politique, mais pour reconstruire sa propre vie. Car au fond, son histoire n'est pas l'histoire d'une rupture, c'est l'histoire d'une libération. C'est l'histoire d'une femme qui, après des années de doute, de peur et de souffrance silencieuse, a enfin retrouvé sa voix, cette même voix qui a conquis le monde, cette même voix qui sauve aujourd'hui sa propre existence. Et lorsque l'on écoute attentivement les mots qu'elle prononce aujourd'hui, on y perçoit une vérité simple, essentielle, universelle. La liberté commence là où la peur s'arrête. Et Isabelle, enfin, n'a plus peur. Elle marche désormais seule, mais libre, seule, mais forte, seule, mais entourée d'un public qui l'aime sincèrement, pas pour le silence qu'elle impose, mais pour la lumière qu'elle dégage. Chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, bouleversé, interpellé, sachez que votre présence ici n'est pas anodine. Chaque vue, chaque lecture, chaque commentaire est une preuve que les récits humains, même les plus douloureux, méritent d'être entendus. L'histoire d'Isabelle Boulet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Des milliers de femmes, des milliers d'hommes aussi, vivent des situations similaires, noyées dans le silence, la honte ou la peur. En partageant ce récit, nous ne faisons pas que raconter un drame intime. Nous faisons circuler une parole qui peut servir de refuge, de soutien, de prise de conscience. Et c'est pour cela que ce travail journalistique continue, semaine après semaine, vidéo après vidéo, article après article. Si vous souhaitez suivre d'autres enquêtes, d'autres témoignages exclusifs, d'autres histoires humaines racontées avec vérité, profondeur et respect. Si vous aimez les analyses complètes, les récits immersifs, les révélations inédites, si vous voulez rejoindre une communauté de lecteurs et d'abonnés passionnés, attentifs, curieux, humains, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Un simple clic de votre part permet au contenu d'exister, de perdurer et de s'améliorer.
Un simple clic nous encourage à continuer d'investiguer, de raconter, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Activez également la cloche pour être averti dès la sortie des nouvelles vidéos et des nouveaux articles. Laissez un commentaire pour donner votre avis. Partagez vos émotions ou racontez votre propre expérience. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez. Votre soutien n'est pas un détail, il est essentiel, vital, précieux. Il est le moteur de ce travail. Merci du fond du cœur d'avoir lu jusqu'au bout. Merci de votre confiance. Merci d'être là, tout simplement. Et n'oubliez jamais ceci. Chaque vérité dite libère une vie. À très bientôt pour un nouveau récit, une nouvelle enquête, une nouvelle vérité.